Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons traiter le cours sur l'arithmétique dans N. Ce cours est destiné aux élèves du tronc commun scientifique. L'arithmétique est basée essentiellement sur la notion de division euclidienne. Et à partir de là, on va voir ce qu'on appelle multiples d'un entier et diviseurs d'un entier. En particulier, on va voir les nombres impairs et les nombres pairs. Et enfin, on va traiter ce qu'on appelle le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun. Arithmétique dans N. Alors, il faut d'abord parler de l'ensemble N. L'ensemble N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Alors, vous voyez ici entier, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, si vous voulez, on peut dire que ce sont des nombres qui ne contiennent pas des virgules. Bon, c'est pas très précis, mais on comprend facilement ce que ça veut dire. Donc l'ensemble N contient ce type d'entier. Alors cet ensemble est infini. Alors pour une raison très simple, c'est que si on prend un entier N, un élément N de cet ensemble, alors l'élément suivant appartient aussi à N, c'est-à-dire N plus 1. À chaque fois qu'un entier N appartient à N, le suivant, c'est-à-dire N plus 1, appartient aussi à N. Donc cet ensemble est infini. Voilà. Alors, maintenant, on va voir la division euclidienne. La division euclidienne, c'est l'élément, ou bien la notion essentielle dans ce cours, ou bien on peut dire que le cours est entièrement basé sur cette notion. Alors, pour bien comprendre cette notion, c'est pas difficile, on va voir, on va utiliser un logiciel qui simplifie énormément le travail. C'est GeoGebra. Bien. Division euclidienne. Prenons un exemple très simple. On veut diviser 15 par 5. Par exemple, 15 dirhams par 5 personnes. Alors bien sûr, on comprend que chaque personne va prendre 3 dirhams. Voilà. Et 3 fois 5, ça fait 15. 17 moins 15, ça fait 2. C'est terminé. C'est ça. C'est un exemple très simple de la division euclidienne. Alors, le nombre 17, c'est-à-dire le nombre qu'on a divisé, s'appelle le dividende. Le nombre de personnes, c'est-à-dire le nombre 5 par lequel on a divisé, s'appelle le diviseur. Et le 3, chaque personne a obtenu 3 dirhams, c'est le quotient. Et il reste 2. Bien sûr, on ne peut pas partager 2 dirhams par 5 personnes. On ne peut pas. Donc ça, c'est le reste. C'est terminé. Donc c'est une division. Vous voyez que vous avez déjà vu les divisions dans l'école primaire. Vous avez fait des divisions beaucoup plus compliquées que ça, avec des virgules, etc. Mais la division euclidienne, on ne peut pas faire, ou bien on ne va pas jusqu'à faire bien la division avec des virgules. Alors on arrête là. Tous les nombres qu'on utilise sont des entiers. Donc 17 divisé par 5, ça donne 3 et le reste c'est 2. Très bien. Alors on peut écrire ça de la façon suivante. On peut obtenir le nombre 17
en multipliant 5 par 3, qui donne 15. Et on doit ajouter le reste, 2. Très bien. Alors, on va essayer de voir ça dans des exemples. Le premier exemple, c'est celui-là, l'exemple qu'on vient de voir. Le dividende, c'est 17. Le diviseur, c'est 5. Le quotient, c'est 3. Et le reste, c'est 2. Alors, normalement, on doit écrire une relation qui lie tous ces nombres. C'est le nombre 17, c'est-à-dire le dividende, est égal au diviseur multiplié par le quotient, 5 fois 3, plus le reste 2. Bien sûr, il faut remarquer, puisqu'on a divisé par 5, si on fait une autre division par 5, alors le reste peut être 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, c'est terminé. Ce sont les possibilités pour toutes les possibilités pour le reste. On ne peut pas diviser un nombre par 5 et on dit que le reste c'est 7. C'est pas possible. Le reste est toujours inférieur strictement au diviseur et bien sûr il est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant on va voir d'autres exemples. Si on divise 658 par 13, le dividende c'est 658, le diviseur c'est 13, alors vous pouvez faire la division vous-même et vous trouvez que le quotient c'est 50 et le reste c'est 8. Un autre exemple, si on prend comme dividende 185 et on divise par 13 aussi, on trouve le quotient 14 et le reste 3, vous pouvez vérifier tout ça. Et voilà un autre exemple, 228 est égal à 8 fois 28 plus 4, c'est-à-dire le dividende ici c'est 228, le diviseur c'est 8, et on trouve comme quotient 28 et comme reste 4. Très bien, donc je pense que ces exemples sont très suffisants pour comprendre la division euclidienne. Alors maintenant, on va tout simplement donner le cas général. Alors on parle ici du théorème de la division euclidienne. Théorème, c'est-à-dire ce qu'on a fait pour ces exemples, on peut le faire dans le cas général. Si on prend un entier quelconque petit a et on peut le diviser, c'est-à-dire faire la division euclidienne, de a par n'importe quel autre entier avec la seule condition, c'est que le diviseur doit être non nul. Dans ce cas, on va trouver un quotient et un reste. Voilà donc le théorème de la division euclidienne. Pour tout entier naturel A et pour tout entier naturel non nul B. Alors remarquez que le diviseur doit être non nul. Alors si on prend A et B, quelconque, on peut trouver, il existe deux entiers naturels uniques. Le quotient c'est toujours unique. Et le reste aussi. Donc si on fait la division euclidienne, on va trouver un seul quotient et un seul reste. Il n'y a pas de façon pour trouver des quotients et des restes, plusieurs quotients ou plusieurs restes. Il y a un seul quotient, un seul reste, on dit qu'ils sont uniques. Tel que, voilà la relation qui caractérise la division euclidienne, A égale à BQ, je corrige, A égale à BQ plus R, mais avec la condition R, le reste, est supérieur ou égal à 0, il peut être nul, et inférieur strictement au diviseur. Voilà donc pour la division euclidienne. Nombre pair et nombre impair. Il vaut mieux dire les entiers pairs et les entiers impairs. Alors, on va essayer de voir ce type d'entier, ou bien ce type de nombre si vous voulez. Alors, les nombres pairs sont des nombres comme 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Les nombres impairs sont des nombres comme 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Alors, on peut représenter les nombres pairs ou bien les entiers pairs et les entiers impairs sur un axe. Voilà les entiers pairs. Bien sûr, ils sont infinis. On a représenté quelques-uns. Et voilà les nombres impairs. Alors, on peut remarquer que après chaque entier pair, il y a un entier impair. Et après chaque entier impair, il y a un entier pair. Alors maintenant, on va essayer de donner une définition précise de ce qui est un nombre pair ou bien un entier pair et une définition pour un entier impair et en même temps étudier les propriétés de ces entiers. Bien sûr, l'arithmétique est basée sur la division euclidienne. Donc, on va utiliser la division euclidienne pour voir tout ça. Très bien. On peut prendre un exemple. Le nombre ou bien l'entier 42. Si on le divise par 2, on trouve comme quotient un nombre, un entier, 21, et comme reste, l'important ici c'est le reste. Le reste c'est 0. Puisqu'on a divisé par 2, on n'a que deux restes possibles, ou bien 0 ou bien 1. Alors si on divise 42 par 2, on trouve comme reste 0. Alors on dit que ce nombre, ou bien cet entier, est pair. Alors on remarque que 42, d'après la division euclidienne, il s'écrit 42 est égal 2 fois 21 plus 0 qu'on n'a pas écrit. C'est-à-dire que 42 s'écrit sous la forme, bon, si je prends 42 comme étant un entier A, l'entier A, et le diviseur, bon, c'est 2, le quotient, je l'appelle ici K, et vous voyez que le reste est 0. Donc, ce nombre, ou bien cet entier 42, c'est le A, il s'écrit sous la forme 2 fois un autre entier, 2 fois K appartient à N. Alors, on dit que 42 est un nombre entier. Alors, d'après cet exemple, on a trouvé quand même une formule, un entier pair est un entier qui peut s'écrire sous la forme A égale 2K. Très bien. Voyons maintenant un autre exemple. Si je prends 69, alors je divise toujours par 2. Le quotient, bon, c'est un entier, mais ce qui est important pour nous, c'est le reste. Maintenant, le reste, c'est 1. Alors, on voit que le nombre 69 s'écrit 2 fois 34, 2 fois K, plus 1. Donc, le A, pour nous, c'est 69. Le K, c'est le quotient. Et le reste, c'est 1. Donc, vous voyez que cet entier s'écrit sous la forme A égale 2K plus 1. Alors, on dit que c'est un nombre, ou bien c'est un entier impair. Très bien. Donc, d'après les deux exemples, on a vu, on a une idée claire sur ce qui est un entier pair et un entier impair. Maintenant, on va essayer de donner le cas général. La définition donne le cas général. Un entier est pair, un entier A est dit pair, si et seulement si, il s'écrit sous la forme A égale 2K, avec K un entier. Et un entier A est dit impair, si et seulement si, il s'écrit sous la forme A égale 2K plus 1, avec A appartient à N, c'est-à-dire A est un entier. Très bien, donc on peut résumer tout ça comme ceci. Un entier A est pair si et seulement si il s'écrit sous la forme 2K, avec K appartient à N, et un entier A est dit impair si et seulement si il s'écrit sous la forme 2K plus 1, avec K appartient à N. Très bien, alors c'est tout ce qu'on peut dire sur la définition d'un entier pair ou d'un entier impair. Alors, il est très important de savoir ou bien d'étudier les propriétés des opérations sur les nombres pairs et impairs. Les opérations, c'est-à-dire la somme de deux entiers, pairs ou impairs, et la différence, et puis le produit. La somme et la différence d'une part, et le produit d'autre part. Bien,
Donc, on va voir des opérations sur les nombres pairs et impairs et on va étudier leurs propriétés. Bien, alors, je considère des nombres comme ça, des entiers. A est un nombre, j'ai pris A comme étant un nombre pair, B pair, C un entier impair et D un entier impair et X un entier quelconque. X est un entier quelconque. On va essayer de voir si on fait la somme de deux nombres pairs ou bien impairs ou bien l'un est impair et l'autre pair. On va voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va trouver. C'est bon. Alors, on va voir la somme. Bien sûr, on va discuter ou bien distinguer ou bien étudier tous ces cas. Si je fais la somme de A et B, alors A et B sont ici deux entiers pairs. Donc, je fais la somme de deux entiers pairs et on va voir. Alors, c'est 2K plus 2M est égal 2 facteurs de K plus M est égal 2K1 avec K1 appartient à 1. Donc, vous voyez que si je fais la somme de deux entiers pairs, j'obtiens un entier pair parce qu'il s'écrit à la fin sous la forme 2 fois un entier qui est K1. Si je fais la somme de deux entiers impairs, alors C plus D sont tous les deux impairs de P plus 1 plus 2Q plus 1. Bon, on a fait le calcul. 2, je peux factoriser ici par 2. Je peux faire la somme de 1 plus 1, c'est 2. Donc, je factorise le tout par 2. Et je trouve 2 fois tout ça. Et ça, c'est un entier. Je l'appelle ici K2. Donc, dans ce cas, je trouve aussi un nombre ou bien un entier pair. Si je fais la somme maintenant d'un entier pair avec un entier impair, alors je fais le calcul de la même manière et voilà, j'ai trouvé que c'est 2 facteurs de K plus P plus 1, c'est-à-dire 2K3 plus 1, donc c'est un entier impair. Alors maintenant, on peut donner les conclusions. Si on fait la somme de deux entiers de même parité, c'est-à-dire tous les deux pairs ou tous les deux impairs, je trouve à la fin un entier pair, la somme. Donc la somme de deux entiers de même parité est pair. Et on voit ici, si je fais la somme d'un entier pair avec un entier impair, je trouve un entier impair. Donc je peux dire la somme de deux entiers de parité différente est un entier impair. Alors la même chose, on peut faire la même démonstration pour la différence. Très bien. Donc maintenant, on peut donner les conclusions, la conclusion générale, propriété de la somme et de la différence. La somme et la différence de deux entiers de même parité est un entier pair. La somme et la différence de deux entiers de parité différente est un entier impair. Voilà. Très bien. Alors maintenant, c'est ce qu'on peut faire pour le produit et pour la somme et la différence. On a donné la propriété. Et maintenant, on va voir le produit. Alors, le produit. Si je prends l'élément A qui est pair et je le multiplie par n'importe quel entier X. Alors A multiplié par X. Le A s'écrit 2K et le X il est quelconque, tout à fait quelconque. Donc vous voyez que j'ai trouvé directement un entier sous la forme qui s'écrit sous la forme 2K1 avec K1 appartient à N, quelle que soit la nature de X, qu'il soit pair ou impair, c'est peu importe. Donc je peux dire que si je multiplie un entier par un entier pair, alors je trouve un entier pair. Alors en général, si on fait le produit de plusieurs entiers, et si l'un de ces entiers est pair, alors le produit est pair. Voilà donc la première propriété. Maintenant, si je multiplie deux entiers impairs, c'est le cas qui reste. Alors je prends ces deux, parce que ce sont deux entiers impairs, et je fais le produit.
Bon, on peut effectuer le calcul et on trouve ça. Vous pouvez vérifier le calcul vous-même, c'est très simple. On peut factoriser C par 2, mais il reste un 1 à l'extérieur. Donc, l'élément, ou bien le nombre s'écrit 2K2 plus 1 avec K2 appartient à N. Alors là, on peut dire que le produit de deux entiers est impair si et seulement si les deux entiers sont impairs et on peut donner la conclusion. La propriété, voilà. Le produit de deux ou plusieurs entiers est pair si et seulement si l'un au moins de ces entiers est pair. Et de l'autre côté, le produit de deux ou plusieurs entiers est impair si et seulement si tous ces entiers sont impairs. Très bien. Alors maintenant, on va voir des astuces. Je ne sais pas, on peut parfois oublier tout ça, ou bien. Alors, on a des astuces pour se rappeler. Bien. Alors, j'ai écrit ça ici. On peut oublier les propriétés générales des opérations sur les nombres pairs et impairs, mais on peut se rappeler de ces propriétés en utilisant des exemples particuliers. Bon, on va prendre les exemples les exemples les plus simples. Alors, pour moi, le 0 représente les nombres pairs, les entiers pairs. Et si je fais 0 plus 0, je trouve 0. Et si je fais 0 moins 0, je trouve 0. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que la somme et la différence de deux entiers pairs est un entier pair. Maintenant, un pair, le 1 peut représenter tous les entiers impairs. Si je fais la somme de 1 avec 1, c'est-à-dire pair plus pair, ça donne 2. Et 2, il est pair. Et si je fais la différence, je trouve 0. Ça veut dire que la somme de deux entiers impairs est un entier pair. Je peux résumer tout ça en disant que la somme de deux entiers, la somme ou la différence de deux entiers de même parité est un entier pair. Et ici, je fais la somme et la différence d'un nombre pair, d'un entier pair avec un entier impair. 1 représente les nombres, bien les entiers. Impair et le 0 représentent les entiers pairs. Si je fais 1 plus 0, je trouve, pardon, c'est 1. Je trouve 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la somme et la différence de deux entiers de parité différente est un entier impair. Maintenant, pour le produit, c'est simple aussi. Si je multiplie 0 par n'importe quel entier, qu'il soit pair ou impair, je trouve 0. Et si je fais 1 fois 1, c'est 1. C'est-à-dire un entier pair multiplié par n'importe quel entier, ça donne un entier pair. Et le produit de deux entiers impairs donne un entier impair. Voilà donc pour les entiers pairs et impairs et leurs propriétés. Multiples et diviseurs. Bien. Ici, on a des exemples qu'on va traiter. Les nombres 0, 2, 4, 6, etc. Alors, ces nombres, on voit que ce sont des multiples de 2 ou bien des nombres, des entiers, si vous voulez, pairs. Donc, on peut les écrire sous la forme 2K. 0, c'est 2 fois 0, 2, c'est 2 fois 1, 4, c'est 2 fois 2, et 6, c'est 2 fois 3. Donc, on peut les écrire sous la forme 2K. On dit que ce sont des multiples de 2. Voyons maintenant ces nombres, 0, 3, 6, 9, la même chose. On voit que ça c'est 0, c'est 3 fois 0, 3 fois 1, ici 3 fois 2, et 3 fois 3. Donc ce sont des nombres qu'on peut l'écrire sous la forme 3K. On dit que ce sont des multiples de 3. Les nombres qui se trouvent ici, la même chose, 0, 7, 14, 21. On voit que ça c'est 7 fois 0, ici 7 fois 1, 7 fois 2. 7 fois 3, donc ce sont les multiples de 7 et on peut les écrire sous la forme 7K. Alors, une remarque au passage, dire qu'un entier est un multiple de 2, c'est dire que 2 est un diviseur de son nombre.
Et dire que qu'un nombre ou bien un entier est un multiple de 3, ça veut dire aussi que 3 est un diviseur de ce nombre. Et dire qu'un nombre est un multiple de 7, c'est dire que 7 est un diviseur de son nombre. Donc, vous voyez que la notion de diviseur et multiple sont très liées. Et à partir de là, on peut donner la définition suivante. A est un entier naturel quelconque et P est un entier naturel non nul. Parce qu'il peut être un diviseur, donc il doit être non nul. Donc, vous voyez qu'on a trois phrases qui sont équivalentes. Dire que A petit a est un multiple de P, ça signifie que P est un diviseur de A. On vient de parler de ça. Et ça signifie que le A est égal à P fois un entier, c'est-à-dire A égale à P fois K, avec K appartient à N. Voilà donc pour les multiples et les diviseurs, c'est très très simple. On va voir maintenant des applications. Alors pour la première application, on vous demande de déterminer la forme générale d'un entier multiple de 13. Et après, on déduire les multiples de 13 strictement compris entre 27 et 253. Alors, je vais traiter seulement la première question. Bien sûr, vous voyez que la forme générale d'un multiple de 13, comme on a déjà vu ici, c'est 13 fois k avec k un entier naturel. Alors, on peut prendre 13k pour répondre à la deuxième question. 13k, on va l'encadrer entre 27 et 253 et on trouve les nombres qu'on cherche ici. Ce n'est pas du tout difficile, donc je vous laisse le soin de le faire. Je passe à la deuxième application. Ici, on note D7, D72, D45, D12. Alors, ce sont les ensembles de diviseurs de ces nombres. D7, c'est l'ensemble des diviseurs de 7. D72, c'est l'ensemble des diviseurs de 72, etc. Alors, on va essayer de trouver ça. Je commence par D7. Bon, D7, vous voyez que les seuls diviseurs de 7 sont 1, 1 et 7, c'est tout. Donc, c'est ça pour D7. Il n'y a que de diviseurs 1 et 7 parce que le 7 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, ni par 7. Il a seulement deux diviseurs. Donc, l'ensemble des diviseurs de 7, qu'on note comme ça, c'est tout simplement un 7. Bon, je vais voir ça. D45, bon, pas de problème. D45, il est divisible par 1. Tous les nombres sont divisibles par 1. Il est divisible par 1. Pour faciliter le travail, je peux marquer 1 et puis 45, parce que 45 divisé par 1, divisé par 1, ça donne 45. Et vice-versa, si je divise 45 par 45, ça donne 1. Donc je peux les écrire en même temps. Alors je passe à 2. Le nombre 45 n'est pas divisible par 2. Donc ni par 3, pardon, par 3 si. 45 divisé par 3. Alors par 3, donc si je divise 45 par 3, ça donne 15. 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 1, c'est 3, plus 1, c'est 4. Donc, je vais marquer en même temps ici 15. Donc, j'ai trouvé deux autres diviseurs, 3 et 15. 45 divisé par 3, c'est 15. Et 45 divisé par 15, c'est 3. Après, je passe. 4 n'est pas divisible. 45 n'est pas divisible par 4. Par 5, oui. Alors, par 5, si je divise 45 par 5, ça donne quoi? C'est 9. Donc, j'écris en même temps 9. Et entre les deux, il n'y a pas de diviseur de 45, c'est-à-dire l'élément 6, 7, 8 ne divise pas 45. Donc voilà, on a déterminé l'ensemble des diviseurs de 45. Les diviseurs de 12, bon, ils sont déjà écrits ici. 1 avec 12, 2 avec 6, 3 avec 4, donc c'est fini. Et pour 72, on peut trouver aussi les diviseurs facilement. Si le nombre est divisible par 1, c'est normal.
ça donne 72. Et maintenant, par 2, c'est 36, je peux continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors, je vous laisse le soin de le faire, c'est pas difficile tout ça. Et maintenant, on passe aux opérations sur les diviseurs et multiples. Alors, ici, vous avez une propriété très intéressante qu'on utilise beaucoup dans les exercices pour résoudre des exercices. Alors, ce théorème dit que si l'entier C est un diviseur commun des deux entiers A et B. Diviseur commun, ça veut dire qu'il divise A et divise B. Alors C divise la somme A plus B, il divise la différence A moins B, et en général, C divise toute combinaison linéaire de A et B. Qu'est-ce que ça dit une combinaison linéaire? C'est-à-dire tout nombre, tout entier de la forme A multiplié par un entier quelconque et B multiplié par un autre entier quelconque, et entre les deux, on fait la somme. Donc, je reprends. Si C divise A et divise B, il divise A plus B, il divise A moins B, et en général, il divise tout nombre, ou bien tout entier, qui s'écrit sous la forme KA plus MB, avec K et M sont deux entiers quelconques. Alors, c'est ça, on dit qu'il divise si C divise A et divise B, les entiers A et B, alors il divise toute combinaison linéaire de A et B, et bien sûr, A plus B, ce n'est qu'une combinaison, avec K égale à 1 et M égale à 1. Et le A moins B, c'est aussi une combinaison, avec K égale à 1 et M égale à moins 1, mais on a parlé au début seulement pour donner des exemples, parce qu'on utilise souvent la somme et la différence. Voilà donc pour ce théorème, c'est très important. Voilà pour le moment pour les diviseurs et les multiples. Le PGDC et le PPMC. Le PGDC, c'est le plus grand diviseur commun. Et le PPMC, c'est le plus petit multiple commun. Alors, le PGDC est très utile en mathématiques. On l'utilise pour résoudre pas mal de problèmes d'arithmétique. En particulier, par exemple, on l'utilise pour simplifier les fractions. Le PPMC est utilisé aussi pour rendre au même dénominateur des fractions, et bien sûr, on l'utilise dans pas mal de problèmes d'arithmétique. Alors, avant de voir ce qui est le PGDC, on va commencer par parler des nombres premiers entre eux. Alors, deux nombres sont premiers entre eux, deux entiers naturels sont premiers entre eux, si et seulement si ils ont comme seul diviseur commun le nombre 1. Et vous voyez que 1 est un diviseur commun à tous les nombres. Donc, prenons par exemple le nombre 12 et le nombre 35. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et les diviseurs de 35 sont 1, 5, 7 et 35. Alors, vous voyez que ces deux entiers n'ont comme diviseur commun que 1, que le nombre 1. Il n'y a pas d'autre diviseur commun, c'est le seul. Donc, on dit que ce sont deux entiers premiers entre eux, et on écrit ça sous la forme ça 12 et ce symbole est 35. Alors normalement ce symbole est utilisé pour le plus grand diviseur commun. Donc bien sûr ici, si deux entiers sont premiers entre eux, leur plus grand diviseur commun c'est 1, c'est normal parce que c'est le seul. 1 c'est le seul diviseur commun, donc c'est le plus grand. Donc on écrit le plus grand diviseur commun de 12 et 35 égale à 1. C'est la signification de ce symbole. Bien, donc on a déjà dit le cas général. En général, A et B sont deux entiers naturels premiers entre eux. C'est seulement si le seul diviseur commun de A et B est l'entier 1, et on l'écrit comme ça.
PGDC de A et B égale 1. Bien, maintenant, on peut parler de plus grand diviseur commun. Alors, on va prendre un exemple, bien sûr, 42 et 36. On va trouver les diviseurs de 36, pardon, les diviseurs ici D, l'ensemble des diviseurs de 36, D de 36, c'est 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 et 36. Et l'ensemble des diviseurs de 42, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Donc, les diviseurs communs d'abord sont 1, 3, 1, 2, 3, 6. Donc, le plus grand de ce diviseur, c'est 6. Et par conséquent, le plus grand diviseur commun, on écrit PGCD ou bien PGDC, on dit plus grand diviseur commun ou bien plus grand commun diviseur, c'est la même chose, ça dépend des auteurs. C'est la même chose. Le plus grand diviseur commun de 42 et 36, c'est 6, ou bien on écrit comme ça, et on lit la même chose, le plus PGDC de 42 et 36 égale 6. C'est bon. Alors, donc, quelle est la définition générale du PGDC? Alors, la définition générale, le PGDC, c'est un diviseur, et c'est le plus grand. Alors, si D est un diviseur commun de A et B, on écrit A égale à D fois un entier A', et B égale à D fois l'entier B fois un autre entier B'. Donc, si on veut que ça, c'est pour diviseur. Si on veut que D soit le plus grand diviseur, ça veut dire que A' et B' doivent être premiers entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres diviseurs de A' et B' différents de 1. Donc, on dit que D, petit d, est le PGDC de A et B, si seulement si il existe deux entiers naturels A' et B', tels que A égale DA', B égale DB', tels que A et A' sont premiers entre eux. Très bien. Alors, une propriété intéressante ici, tout diviseur commun de A et B est un diviseur de leur PGDC. Ça, c'est un théorème ou bien propriété très importante. Si D est un diviseur commun de A et B, alors D divise le PGDC de ces deux nombres. On peut voir ça ici. Ici, 1, 2, 3 et 6 sont des diviseurs communs de 36 et 42. Alors, ce sont des diviseurs de 6. 6, c'est le plus grand diviseur commun. 1 divise 6, 2 divise 6, 3 divise 6 et 6 divise 6. Donc, c'est une propriété très intéressante. Maintenant, c'est pour le PGDC. Maintenant, le PPMC. Alors, on va prendre un exemple. Prenons les deux nombres entiers 12 et 20. Je cherche l'ensemble des multiples de 20, l'ensemble des multiples de 12, bien sûr, l'ensemble des multiples d'un entier, c'est un ensemble infini. L'ensemble diviseur est fini, mais l'ensemble des multiples, il est infini. Donc, l'ensemble des multiples de 20 sont de la forme 20 fois k. Donc, 0, c'est 20 fois 0, 0 fois 1, c'est 20, bien, 20 fois 1, c'est 20, on a dit. 20 fois 2, c'est 40, 20 fois 3, etc. Voilà donc les multiples de 20. Et les multiples de 12, la même chose, sont dans la forme 12 fois k. 12 fois 0, 12 fois 1, 12 fois 2, c'est 24, 12 fois 3, etc. Donc voilà les multiples de 20 d'une part et de 12 d'autre part. Alors on cherche les multiples communs et puis le plus petit de ces multiples communs. Bien, alors, donc on voit ici que le plus petit de ces multiples communs, c'est 60. Bien sûr, on le voit parce que le premier multiple commun qu'on trouve, c'est 60. Et bien sûr, on va trouver d'autres multiples après. Le plus petit multiple commun, c'est 60. Le deuxième multiple commun, ça va être 60 fois 2, c'est 120, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est le plus petit, c'est-à-dire le premier
multiples communs rencontrés dans les deux ensembles, et c'est 60. Donc on écrit ici PPMC de 12 et 20, c'est 60, ou bien on utilise ce symbole qui se lit 12, le PPMC de 12 et 20, c'est 60. 60. Très bien. Alors, pour le PPMC, on dit que A et B sont deux entiers naturels. Le plus petit multiple commun de A et B est noté comme ça ou comme ça. Et bon, on a donné tout simplement la notation et sa définition, c'est clair, le plus petit de tous les multiples, c'est tout. Alors, on peut démontrer qu'il existe, etc. Et bien sûr, on a une propriété qui ressemble à celle qu'on a vue pour le PGDC. Tout multiple commun de A et B, tout multiple commun de A et B est un multiple de leur PPMC. Donc, vous avez deux propriétés intéressantes. Tout diviseur commun de A et B est un diviseur du plus grand diviseur commun. Et tout multiple commun de A et B est un multiple de leur PPMC. Alors, ces deux propriétés sont utilisées dans les exercices. Voilà donc pour le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au nombre premier. Bien, si on regarde un peu les entiers qu'on a ici, 2, 3, 5, 7, 11 et 13, alors on peut remarquer que chacun de ces nombres admet exactement deux diviseurs. Alors, on dit que chacun de ces nombres est un nombre premier. Bien. Alors, c'est ça la définition d'un nombre premier, d'un entier premier. Un entier est dit premier si et seulement si il a exactement deux diviseurs dans l'ensemble n. Alors, déjà, on peut écarter l'élément 1. Il n'est pas premier parce que 1 n'a pas deux diviseurs dans n. Il a un seul diviseur. 1 et c'est tout. Même si on dit 1 et lui-même, mais lui-même c'est 1. Donc il n'a qu'un seul diviseur. Donc cette définition écarte 1, il n'est pas premier. La même chose ici, 9 et 15. 9 n'a pas que deux diviseurs, il a plus. Il est divisé par 1, par 9 et par 3, donc il n'est pas premier. 15, la même chose, n'est pas premier. Il possède plus que deux diviseurs, 5 par exemple, 1, 15, 5, etc. Donc ce n'est pas un entier premier. C'est bon. Donc c'est ça la définition d'un nombre premier. Un entier naturel est dit premier si et seulement si il a exactement deux diviseurs. Alors on va accepter bien sûr que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Alors on peut démontrer ça après, en terminale, c'est pas exactement après, en terminale, maths, sciences maths. Bien, maintenant on va voir une propriété très intéressante qui est liée au nombre premier. Alors, il y a une propriété très intéressante qui dit que tout entier supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Donc, prenez n'importe quel entier supérieur ou égal à 2, vous trouvez qu'il est divisible par au moins un entier premier. Alors, bien sûr, cette propriété conduit à la décomposition d'un nombre entier en un produit de facteurs premiers. Par exemple, le nombre 12. 12, il est divisible, si vous voulez commencer. On a une méthode pour déterminer la décomposition en facteur premier, mais on peut aller petit à petit. Par exemple, le nombre 12, euh, on peut voir ou bien remarquer qu'il est divisible par 2. Donc, c'est 2 fois 6. Mais ce n'est pas une décomposition facteur premier parce que 2 est premier et 6 n'est pas premier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va décomposer le nombre qui n'est pas premier. D'après cette propriété, il est divisible. Donc, on cherche un diviseur premier, 2. Donc, on va trouver que c'est 2 fois 3 et c'est terminé. Donc, on a décomposé tout le nombre en un produit de facteurs premiers. Il est décomposable. On a trouvé dans la décomposition
deux fois le nombre 2 qui est premier et une seule fois le nombre 3. C'est pour cela on écrit 2 au carré fois 3. Alors, les nombres premiers ici jouent le rôle, par analogie, ils jouent le rôle des atomes en chimie. Alors, chaque matière se décompose jusqu'à trouver sa molécule. Par exemple, la molécule d'eau. Mais la molécule d'eau, elle est constituée, c'est comme le nombre. Par exemple, je prends la molécule d'eau, je peux faire l'analogie entre la molécule d'eau, H2O, et 12, le nombre 12, H2O. Donc, vous voyez, dans cette molécule d'eau, il y a deux atomes d'oxygène et un seul atome, deux atomes d'hydrogène, pardon, et un seul atome d'oxygène. Bien, alors l'hydrogène, c'est comme le nombre 2. Il y a deux fois le nombre 2, ici deux atomes d'hydrogène. Un seul atome d'oxygène, un seul nombre 3. Donc, on décompose les nombres et la décomposition comme si on cherche les constituants d'une molécule d'un corps donné. Bon, ça justifie on appelle ces nombres les nombres premiers, d'accord? Donc, chaque entier se décompose en utilisant les nombres premiers. Voilà. Alors, on peut utiliser cette décomposition pour déterminer le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun. Alors, on a une méthode. Si on prend l'élément 120, on a cherché sa décomposition, la voilà. Et on prend 1764, on a cherché aussi sa décomposition. Alors, pour déterminer le plus grand diviseur commun, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les éléments premiers qui sont en commun dans les deux décompositions. On trouve 2, il est en commun, et on trouve 3 aussi, là et là. Donc, pour déterminer le plus grand diviseur commun, on prend les nombres premiers en commun dans les deux décompositions, et puis on élève chacun de ces deux entiers à la puissance la plus petite. Pour 2, on a ici 2 puissance 3. Et ici, on a 2 puissance 2. Donc, on prend 2 puissance 2, la plus petite. Et pour 3, ici, vous avez 3 puissance 1. Ici, 3 puissance 2. Donc, on prend la plus petite puissance, c'est 1. Donc, le PGDC de 120 et de 1764, c'est 2 puissance 2 fois 3 puissance 1, ça fait 12. Pour le PPMC, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les nombres premiers qui se trouvent dans les deux décompositions, qu'ils soient communs ou non. On prend 2, on prend 3, on prend 5, qui n'est pas commun, et on prend 7, c'est-à-dire qu'on prend tous les nombres premiers. Et on va prendre la puissance la plus grande. Pour le PGC, on prend la plus petite, et ici, on prend la plus grande. 2 puissance 3, 2 puissance 2. On prend 2 puissance 3. Et 3 puissance 1 et 3 puissance 2. On prend 3 puissance 2. Et le 5, il se trouve dans la première et il ne se trouve pas dans la deuxième. Donc, on prend la puissance 5 puissance 1. Et pour 7, la même chose, on prend 7 puissance 2. Une remarque très intéressante, on peut, si vous voulez, écrire ici, il n'y a pas de 5, mais je peux écrire fois 5 puissance 0 si vous voulez. Ici, il n'y a pas 7, mais je peux l'ajouter fois 7 puissance 0. Et comme ça, je vois que la puissance la plus grande pour 5, c'est 1, et pour 7, c'est 2. Donc, voilà, le PPMC de ces deux nombres 120 et 1764, c'est 2 puissance 3 fois 3 puissance 2, fois 5 puissance 1 fois 7 puissance 2. On fait le calcul, on trouve ça. Voilà, donc voilà la règle. Le PGDC de deux nombres entiers est le produit des facteurs premiers communs contenus dans les deux décompositions de ces deux nombres élevés à la puissance la plus petite. Pour le PPMC de deux nombres entiers est le produit de tous les facteurs premiers contenus
dans les deux décompositions élevée à la puissance la plus grande. Voilà. Alors, maintenant, on va voir une propriété qui lie le PPMC et le PGDC. Bon, vous avez un exemple ici que vous pouvez voir si vous voulez, mais je parle seulement de la propriété. C'est que le produit du PGDC avec le PPMC des nombres des entiers A et B est égal au produit. Et c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.